Votre voyage en Touraine se poursuit à Amboise, ville royale, avec son imposant château qui domine la cité. Au XVe siècle, les rois de France quittent la cour de Paris pour se réfugier dans la vallée de la Loire, plus paisible. Ils y construisent alors des châteaux magnifiques, comme Amboise, bijou de l'architecture gothique. C'est Christiane Mazon, une pâtissière reconnue à Amboise, qui va nous servir de guide. Née au pied du château, Christiane est restée amoureuse de sa ville. Regardez, c'est pas magique ça? En contrebas, la ville médiévale est levée autour du monument. Tous les jours, je me dis, t'as de la veine. Ah, on s'en détache difficilement de cette vue. Hein, c'est Charles VIII qui va transformer cet ancien fort médiéval en résidence royale à la fin du XVe siècle. Au XVIe siècle, François Ier le façonne au goût de la Renaissance. Christiane retrouve son ami Marc Mettet, directeur adjoint du château, pour une visite privilégiée. Alors, je vais essayer de te faire une petite visite particulière, te faire découvrir les coulisses de la maison. Privilégiée que je suis, oh, c'est bien. En plein préparatif des 500 ans de la naissance de François Ier, Marc a réservé une surprise à Christiane. Alors, je voulais te montrer ce buste. C'est un buste de François Ier que nous allons restaurer dans les prochaines semaines. Notre restauratrice va se pencher sur ce petit buste pour le présenter au public en début d'année prochaine. Parfait, merci messieurs. Je suis très honorée. Et très émue aussi parce que bon, c'est une grande première, je me sens privilégiée. François Ier a grandi au château avant de devenir roi de France en 1515 et son souvenir reste présent dans le cœur des Amboisiens. C'est bien pour le château d'Amboise de pouvoir l'exposer et on attend avec impatience la vie de la restauratrice. Mais moi, je le trouve très beau comme ça, je vois pas très bien ce qu'il y a à y faire. Alors, il y a quand même quelques manques. Hein. Je sais pas si tu vois là, le long, Ah oui, effectivement. les avant-bras. Il y a des petits manques qu'il va falloir combler. Bientôt, ce buste de plâtre sera exposé dans la salle du Conseil. Une salle symbole du pouvoir royal. C'est d'ici que François Ier dirigeait la France. Et son trône vient d'être restauré. Ah, tu es tombé en arrêt devant ce trône royal. Qui me fait rêver. Alors, viens m'aider dans mon rêve, parce que moi, j'imagine que c'est une belle restitution, mais est-ce qu'il est... Dis-moi qu'il est d'époque. La chaire d'apparat est de la fin du XVe siècle. Elle a été restaurée dans la partie supérieure. Et on a surtout refait toute la tapisserie ornée de ces fleurs de lys pour montrer le caractère royal de cette pièce et de ce trône, et montrer aussi qu'il s'agissait à cet endroit-là du cœur du pouvoir royal. Sous François Ier, Amboise rayonne sur toute la France. Le roi organise des fêtes somptueuses et Christiane s'imagine en courtisane. Moi, je ferme les yeux, j'entends les musiciens et je vois les danseurs. J'entends les musiques, le bruit des repas, des danseurs, le froissement des soies. J'entends mille choses et ça me fait vraiment rêver. Et je ne suis pas la seule. Mais le plus surprenant au château d'Amboise, ce sont ces deux tours imposantes, des tours cavalières uniques en France. Celles-ci ne servaient pas uniquement à défendre le château. Wow. Marc et Christiane regagnent le sommet de la tour des Minimes. Les tours cavalières permettaient d'une part de voir ce qui se passait sur la Loire, mais d'autre part constituent une entrée solennelle du roi. Tous les invités de Marc ont emprunté ces tours cavalières. Ce sont des rampes hélicoïdales à l'intérieur qui permettaient aux cavaliers et aux chariots d'accéder directement depuis le centre-ville jusqu'aux terrasses du jardin. Véritable innovation pour l'époque, ces tours cavalières préfigurent nos parkings modernes. Les invités n'avaient pas d'escalier à franchir pour accéder au château. C'est en carrosse qu'ils se faisaient déposer dans le parc pour assister aux fêtes données par le roi. Marc et Christiane descendent dans les entrailles de la tour. Depuis cet endroit inaccessible au public, on découvre l'architecture raffinée de l'édifice. Oh là là, fabuleux. Alors, comme une cathédrale, eh bien, on découvre cet édifice et on domine ainsi, quand nous nous trouvons sur le toit d'une trentaine de mètres,
l'édifice. C'est assez majestueux. Je suis venue petite. Bon, j'étais très impressionnée. Et puis j'avais un peu oublié cette hauteur avec toutes ces ouvertures. C'est fabuleux et je suis vraiment émerveillée. Je n'avais pas oublié, mais la tour ressurgit. C'est vraiment chouette de pouvoir venir là. Et merci Marc. La visite se poursuit juste à côté du château d'Amboise. Christiane nous emmène au Clos Lucet. Dans le parc de ce château, où vécut Léonard de Vinci, on trouve une étonnante auberge où l'on préserve le patrimoine culinaire. Aujourd'hui, je suis chez Sieur Sauzin. Bienvenue, Christiane. Le chef, François Sauzin, est un cuisinier historien. Ces beaux produits, qu'est-ce que tu nous fais? Aujourd'hui, on va préparer le hochepot. En suivant ces recettes, on apprend que la cuisine d'aujourd'hui doit beaucoup à celle de la Renaissance. En période de la Renaissance, on va d'abord priser manger des légumes plutôt que de la viande. À cette époque, les légumes longtemps négligés par les nobles reviennent à la mode. Ils étaient auparavant considérés comme des aliments réservés aux pauvres. Vois ces petits navets comme ils sont jolis. Là, cette carotte bien orange. En période de la Renaissance, elle est plutôt blanche. On le nomme le panais. Le panais, c'est ce que j'allais te C'est au demander. moins aussi sucré, peut-être un tout petit peu plus prononcé. Mais ça revient très à la mode maintenant. Absolument, on en trouve de plus en plus. Il est vrai. Pour notre ambassadrice, la Touraine offre aux fins gourmets l'embarras du choix. Notre région, la Touraine, c'est le jardin de la France. Absolument. Et on y trouve tous les légumes. C'est même un peu cornélien quand on doit dire quelles sont les spécialités, madame, de la Touraine. Il y a tant de choses. On n'a pas un produit vraiment phare, parce qu'il y en a tant et tant de beaux produits qu'on a du mal à choisir. Alors Stéphane, quelle viande tu vas utiliser? Eh bien là, on va commencer par le bœuf. À la Renaissance, le bœuf devient très prisé. Mais il le mange de façon excessive, je crois, le bœuf. François Ier, il a une véritable attirance pour cette viande bien rouge, vin cuit autour ou rôti, mais à l'intérieur bien très saignant. rouge. Absolument, absolument. Ici, là, le veau. Le veau et le porc complètent la recette. On a cuisiné comme ça dans le chaudron jusqu'à quelle époque, tu crois? Ah, jusqu'au 19e. Ça revient doucement, du reste, on s'aperçoit que, tu sais, cette cuisson-là au chaudron, le fumé, mais la fumée aussi apporte évidemment quelque chose de différent à la préparation. À cette époque, d'autres ingrédients viennent modifier l'art de cuisiner. C'est le safran? Le safran, absolument. Les épices que les navigateurs rapportent de leurs expéditions. Clou de girofle, poivre du Sichuan, cardamome, tout est une question de dosage. Le cuisinier est un peu magicien ou alchimiste, évidemment. Alchimiste, c'est sûr. Parce que là, j'ai compté 11 épices. Absolument. Mais est-ce que nos palais, maintenant, sont prêts à affronter toutes les épices comme ça mélangées? Oui, encore une fois, si on les dispose de façon raisonnée, absolument. Absolument. Avec le cuisinier historien, Christiane découvre qu'à la Renaissance, le repas devient un atout politique. On va rester banquet pour mettre en valeur le fait qu'on a les moyens d'accueillir justement ceux qui vont entourer cette table, les flatter à travers toutes les épices. C'est vraiment pour flatter ses hôtes. On va inviter justement son partenaire, parfois pour la bataille ou les plaisirs, autour de la table. Évidemment, cette table ou ces banquets sont d'abord événements politiques comme aujourd'hui, du reste, on le sait. Voilà, je pense que nous allons nous régaler. Les deux convives vont maintenant déguster le hochepot, un plat qui doit normalement mitonner 8 heures. Vraiment, je me régale. Merci Stéphane. Merci. Visiblement, Christiane apprécie son voyage dans le temps. Le lendemain matin, la brume enveloppe la Touraine. À Chaumont-sur-Loire, Christiane, qui a le pied marin, embarque pour une navigation sur la Loire, véritable trésor naturel de la région. Ah Jean, quel plaisir! Et c'est avec Jean Lay, un ancien Parisien tombé amoureux du fleuve, qu'elle va larguer les amarres. Regarde le château. Regarde le château. Oui, bah, j'ai vu. Oh, c'est magnifique. C'est sympa. La Loire est à nous. Assieds-toi, j'arrive. On y va. Mais là, j'ai pas de vertige, ça va, je peux rester debout. Devenu guide, il propose aux visiteurs des navigations à bord d'une toue, un bateau traditionnel à fond plat. Quel spectacle! Il n'y a vraiment pas besoin d'aller loin pour nous, pour le bonheur. Il est là tout proche. Et là, un coup de vent et pff,
Tout est balayé. Ouais, presque, presque. Là, le soleil va se lever, ça va être Ouais. magnifique. En dérivant au gré du courant, Jean vous fait partager l'intimité de la Loire, ce fleuve majestueux qui a su séduire les rois de France. Les châteaux ne seraient pas là si la Loire n'était pas là. Je pense que les rois construisaient en fonction de ce grand fleuve et ils sont tous les grands châteaux majeurs sont vraiment au bord de la Loire. Ils n'avaient pas choisi comme ça bêtement cette portion-là qui maintenant est classée patrimoine mondial et là on comprend pourquoi. Ouais. Christiane découvre avec Jean les nombreux oiseaux qui peuplent le fleuve. Tiens, regarde là-bas. Regarde là-bas, il y a un truc là. Regarde, il y a un héron Ah oui, tiens. Ah oui, là-bas, je le vois. derrière. T'en as 3 là. Oui, c'est des nids C'est de... le nid des hérons, tout ça. Ah, les nids de hérons, ça me En fait, on en voit au moins 5-6. Les autres, c'est encore caché par les feuilles. La grande aigrette est comme le héron. Elle Ouais, pêche à toute l'affût, elle est seule. Au total, on peut observer ici plus de 220 espèces d'oiseaux. Depuis qu'il parcourt la Loire, Jean a appris à connaître les habitudes de tous ses habitants. Tu regardes Oui. à droite et tu vas voir des stries sur le sable. En fait, c'est les branchages que le castor a tirés dans l'eau. pour manger. Pour manger. Ah oui. Une espèce qui avait totalement disparu et qui a été réintroduite avec succès il y a 20 ans. C'est un animal qui est végétarien, qui se nourrit exclusivement de feuilles et d'écorces. Il va aller couper des branchages et les emmener dans l'eau pour pouvoir grignoter dans l'eau. Et puis après, bah voilà, il reste Voilà, des petites il traces reste dedans. rien, hein. Ah Tu vois, ouais, les petites- Alors, il a des petites pattes et tu vois disparaître tout le feuillage à une vitesse phénoménale. Tu vois l'arbre qui est couché là? Là, il y a le gîte là-bas. On va aller le voir. Juste à côté, il s'approche de la hutte du castor, une construction ingénieuse qui se prolonge sous la terre pour dormir au sec. Et c'est des Plusieurs grandes générations. galeries, parce que tu me dis Non, que c'est une bâche énorme. c'est juste un trou sous l'eau. Oui. Et tu as une galerie qui monte et ça fait un terrier en hauteur. Un grand terrier. Un habitat que le castor se transmet de génération en génération. Christiane et Jean poursuivent leur découverte du plus grand fleuve de France, le seul à n'avoir jamais été aménagé, contrairement à la Seine, le Rhin ou le Rhône, ce qui lui a permis de conserver un caractère sauvage. Pour finir sa navigation, Jean entraîne Christiane dans une partie plus mouvementée. On va dans la branche, là. Attends. L'occasion pour elle de constater que la Loire n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Voilà, c'est reparti. Ouf. Dans l'après-midi, Christiane remonte le cours d'eau en direction de Muy. Elle souhaite nous faire partager une autre aventure sur le fleuve. Michel, oui, au secours. Elle retrouve Michel et Gabi qui pratiquent une pêche traditionnelle typique de la Loire. Ah, génial. Et cette pêche-là, on y participe depuis combien de temps? Mon grand-père, mon père, maison, qu'ils ont toujours pêché sur la Loire. Et moi, à partir de 16 ans, j'avais commencé à avoir un permis. Michel est passionné par les poissons d'eau douce. Et bien là, tu vois l'île en face, là, Christiane? Oui. Les engins sont tendus autour. Il pratique la pêche aux engins, une technique mystérieuse pour Christiane qui ne connaît que la pêche à la ligne. Quand j'étais petite, je racontais à Michel en venant qu'un grand-père m'emmenait quand j'avais 5-6 ans. Il avait son Solex, la petite carriole derrière, la môme au milieu des cannes à pêche. Et hop, on allait au bord de la Loire et on pêchait toute la journée. J'adorais ça. Oh, qu'est-ce que c'est, ça? De la nasse, on va aller voir Ah dedans oui, s'il je la y a vois. quelque... Michel et Christiane relèvent le premier engin. Là, il y a de la salade. Aux extrémités, des ouvertures. Mais une fois à l'intérieur, le poisson ne peut pas ressortir. Bah, Là, des- c'est de belles cartes. Non, c'est des carassins. Ce n'est pas des carpes, Ah Christiane. bah, je croyais que c'était des Bah cartes. non, non, non. Depuis toujours, Michel pratique cette pêche ancestrale. Moi, elle bouge plus, la mienne. Eh ben, on va leur Non. faire du bouche à bouche. Oui, voilà, c'est ça, pas moi. hein. C'est un plaisir d'être au bord de la Loire et puis c'est un plaisir d'avoir des engins, qu'on garde un patrimoine qui date de nos anciens quand même. Parce que nos anciens, ils ont toujours pêché. J'espère que ça continuera pour nos petits-enfants plus tard. Michel met le cap vers la deuxième nasse, en espérant une meilleure prise.
Christiane aimerait bien ne pas rentrer bredouille. Moi, je me pique au jeu, là. Elle est là, je la vois. Ouais. Bon, Je vois rien Christiane, qui c'est la bouge. dernière. Hein. Ah, Donc alors. c'est là que c'est un coup de maître ou rien du tout. Hein. Bon. Tiens. Oh, Ben qu'il non, est là. beau! Trop fort, Michel. Il sort un silure de plus d'1 mètre. Une prouesse, car il faut savoir que dans la nasse, il n'y a pas d'appât pour attirer le poisson. C'est un poisson, ça vit sous les herbes. La journée, c'est sous les racines ou dans les herbes. Ça n'aime pas le soleil. Donc c'est un poisson de fond. Viens, bébé, Au viens. revoir, Christiane. Ah! C'est un bébé, ça. Oui, pour nous, c'est un petit. Il a quel âge mais c'est les meilleurs. Hein. 3-4 ans. 3-4 ans. Oui. Je te le repose. Non, Là, non, tu vois, non, ça fait un peu non, comme mais il va me l'anguille. foutre dans l'eau, oui, il va me Tu vois, coller dans l'eau. Non, mais Ah, prends comme ça. Non, franchement, non. Ça, Regarde. c'est le pêcheur, ça. Regarde. Ce silure sera parfait cuisiné en rillettes, accompagné d'un vin léger de Touraine. Moi, je pourrais avoir un bateau, là, au bas de chez moi.